fais ce que tu veux. Bon, en direct avec Manuel Sanchez du festival Les Seconds Rôles au premier plan au cinéma. Manuel Sanchez, réalisateur, mais pas que. On a eu une grande discussion hier, tu fais les appris. Oui, je suis à la fois réalisateur, scénariste, producteur, distributeur, père de famille, certaines heures. J'ai beaucoup d'électricité parfois. Ouais, c'est bien. Voilà. Tiens, passe à la maison. Enfin, d'accord. Dans les Ardennes, c'est pas pratique. C'est pas un problème avec mon tableau. Voilà, donc c'est comme non, je suis, j'aime toucher à tout. Et je suis un gros lecteur aussi. Voilà, il n'y a pas que le cinéma dans la vie. Dans la vie, il y a la vie d'abord. Ouais. Alors, comment commence Manuel Sanchez il y a un an, j'ai cru comprendre hier, avant d'avoir des spasmes de vide, que tu étais lié à la guerre civile espagnole. Oui, mon père est un antifranquiste qui est sorti de la prison de Barcelone en 1953. Voilà, et qui a rejoint la France 52 ou 53, je ne me souviens plus, mais c'était encore la guerre d'Indochine n'était pas terminée. C'est 54. Voilà, donc ça doit être, d'accord, donc ça doit être 53 ou 54. Quand il arrive effectivement en France, on veut bien l'accueillir comme demandeur d'asile, à condition qu'il aille faire la guerre d'Indochine. Ouais, c'est très gentil. La France est très accueillante. On a même recyclé des Allemands d'après la guerre. Ouais. Et voilà, donc moi j'ai toujours vécu dans l'esprit de s'opposer à toute forme de dictature. Il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai créé aussi les Rimbaud du cinéma pour lutter sur une autre forme de dictature, qui est une dictature économique. Voilà, donc j'ai créé les Rimbaud dénonçant une censure économique, sociale, une censure liée à une classe sociale. Voilà, la plupart aujourd'hui des films qui sont faits par des gens qui sont issus d'une classe. Les fils d'eux, comme on dit. Les fils d'eux, oui, voilà. Alors on ne rajoutera pas le truc parce qu'évidemment, quand on est fils d'eux, on a tendance à. Mais ils ne sont pas forcément mauvais. Oui, voilà. Mais c'est pas. Ils ne laissent pas la chance, ce qu'ils prennent. Ils vous laissent les pièges jaunes, quoi. Voilà. Et puis avec ça, tu vas acheter une tranche de pain, voilà, si tu peux, sinon tu te démerdes, quoi. C'est pas. Et du coup, ça redressait quelque chose, ou c'est pour mémoire? Je pense que j'ai un endettement moral. Cet esprit de résistance m'habite au plus profond de moi. C'est-à-dire que j'ai vu mon père souffrir Il est revenu d'Indochine vivant, il n'est pas allé en Indochine. Il a dit donnez-moi 24 heures, oui, c'était quand même. Et puis pendant les 24 heures, il est remonté vers Paris et sur la route, il a rencontré ma mère. D'accord. Donc j'ai eu raison physique. Oui. Voilà, donc oui, cet esprit de résistance, cet esprit de guérilla, moi je me sens dans la guérilla culturelle. Je ne suis pas prêt à prendre des armes, mais il y a d'autres façons de lutter contre. Oui, intellectuellement, parce que c'est pas le chi. Voilà, donc on a. Voilà. Et c'est vrai qu'on a évoqué un Allemand, un philosophe allemand qui est mort près d'ici. Oui, Walter Benjamin. Walter Benjamin. Pas de chez moi, oui, à Port-Bou, parce que là on est à Clermont. Mais oui, Walter Benjamin, oui, que j'ai lu il y a très longtemps, qui disait que le capitalisme était une religion. Oui, c'est une nouvelle religion et c'est un problème quand même. Et avec les dogmes, parce que le problème de la religion, c'est la spiritualité. Non, c'est pas la spiritualité. Je distingue la spiritualité du religieux. Le religieux qui devient une force politique. Qui embarque. Ouais. Voilà. Donc, alors moi, mon père était communiste. Moi, je suis plutôt libertaire. Voilà. Avec une réflexion que peut-être à l'époque on ne peut pas avoir sur l'URSS. Voilà. Puis,
mais je reste dans cet esprit de partage, une volonté de lutter contre ceux qui ne veulent pas partager. Alors, Pas lutter contre, mais en oui, tout cas de créer un espace, un espace à part pour interne. que le centre s'écoule et que la périphérie récupère ses droits. Voilà. Donc, voilà. Mais donc, nous, on est toute une équipe à Terrain du Cinéma, on explore à la périphérie du marché. Et on trouve qu'il y a des pépites cinématographiques. Donc toi, tu repères aussi d'autres cinéastes, tu ne fais pas que des films. Oui, en fait, d'autres cinéastes et d'autres cinémas. Et c'est vrai qu'on reçoit depuis 2019 des films d'Iran venus des pays qui subissent une censure encore plus violente que celle, enfin plus violente, j'en sais rien, mais elle est plus insidieuse notre censure. Oui. Elle est plus douce. Finalement, vaut mieux qu'on te dise, toi, si tu parles, je te casse la gueule, et dire, mais non, c'est un pays de droit, tu vois. Oui, absolument. Ouais. Voilà, c'est. Parce que tu te désarmes, hein. Ouais, si c'est pas la dictature, c'est en ce moment de dire, vous voulez aller en Corée du Nord, quoi. Ouais, bon, on dit, à partir de combien de temps on doit accepter ce qui va terminer comme une dictature, quoi. Alors, tu vois, liberté, égalité, fraternité, donc tu y crois parce que tu veux y croire. Tu m'étonnes. Ouais. Je sais plus qui disait, on est tous égaux en droit, mais très rapidement on ne devient plus, quoi. Alors il y a une version de Coluche, mais pas que. Quand on est petit et noir, ça sera très dur. Ça serait plus difficile. Voilà, donc oui, moi je suis né dans un monde, enfin avec un père qui avait fui Franco. Il s'est débrouillé comme il a pu pour nourrir ses enfants. Il en avait combien plus seul? Non, 7, on est 7 enfants. Quand même. 7 enfants. Préservatif, il aurait pu faire attention. Ouais, mais à l'époque, voilà, c'était un peu, il n'y avait pas la contraception. Voilà. C'est donc ça. Ouais, donc, et donc j'étais dans ce village, cette petite ville, on était quand même la famille des Bougnoul. Ah oui. Oui, parce que on rappelle que tu es espagnol, donc tu as le tamat. Ouais. Donc, le soleil du Carmont nous a réveillés. Non, les Espingouins, ils étaient. Après, il y a eu les Portugais, il y a eu les Algériens, etc. C'est toujours, voilà. Donc, donc ma mère française, donc, elle nous a mis quand même, pour que son fond dans la masse, on a été au catéchisme. C'est très bien. Voilà. Jésus est anarchiste. Oui. Jésus, pas l'église. Ouais. Voilà. Et grâce à Dieu, j'ai perdu la foi, comme l'explication. Voilà. Et mais tu l'as eu la foi, ça c'est intéressant. Bon, je suis passé par Saint-Gonzague, on m'a appris qu'il y avait Dieu. J'ai essayé de croire. Ouais. Voilà. Sincèrement. Oui, j'ai voulu. On est là. Voilà. J'ai voulu croire qu'il y avait autre chose. Ouais. Voilà. Parce que je crois que j'ai traversé ma vie d'enfant, une forme de dépression infantile. Et ce sont les livres qui m'ont sauvé. Mais il y avait aussi le fait que je vivais dans une cité HLM et il y avait un camarade, un voisin, un enfant qui était mon camarade de classe, qui avait des parents extrêmement violents, alcooliques, etc., qui passait la nuit dehors et qui arrivait à l'école le matin, dans la classe, et l'instituteur lui disait, Pascal, il s'appelait Pascal, tu pues, tu n'as pas fait tes devoirs. Ouais, c'est bien. Et j'espère qu'il t'a tabassé en plus. Il n'a pas tabassé, non, il était tabassé par. C'est le truc, la cerise sur le gâteau. Et ça, j'ai jamais pu supporter ces situations d'humiliation. Et moi, pour échapper effectivement à ce racisme qui n'était pas violent, qui n'était pas physique, je me suis dit la meilleure façon d'être préservé de ça, c'était d'être un bon élève. Et donc voilà, donc je fus un bon élève. Ouais. Je me dépêchais de faire mes devoirs, enfin en tout cas de faire mes exercices pour être tranquille. Et j'ai trouvé ça injuste. Oui, moi qui les faisais pas, je comprends. Moi, c'est injuste quand même. Enfin, tout ce qui est travail est injuste. Donc voilà, et j'allais très très vite. Mais j'ai toujours détesté l'école. Mais j'ai toujours aimé apprendre. Mais l'école, dans sa structure autoritaire disciplinaire, m'a insupporté. Plutôt on appelle ça, de la soumission et pas de l'éveil. C'est pas l'école de Condorcet. Voilà, donc en fait, il s'agit
l'école repère les bons pour servir les Oui, maîtres. le capital, si j'ose dire. Ouais, voilà. Excusez-moi, j'ai un problème marxiste. Voilà, donc j'ai vécu l'école de cette façon, Ouais. à travers le constat qu'il fallait être bon élève pour être épargné. Oui, voilà. Vraiment épargné. Ouais, épargné. Mais encore une fois, j'ai appris à l'école. Ça m'a permis aussi de. J'étais fasciné par les cartes de géographie. Elles sont belles, on en a peut-être encore à la maison. Oui, j'en ai gardé, j'en ai même racheté. Oui, voilà, donc. Ils ne n'ouvraient pas le nous gratuitement, ils avaient quand même des côtés sympas pour ils demandaient des jolies choses. Oui, puis moi je suis né sur les bords de Loire. Ouais. Et la Loire a été quelque chose qui a porté mes rêves. Je me disais, les châteaux ou les poésies? La Loire, le fleuve lui-même qui allait vers la mer. Donc j'étais fasciné par les rivières, les montagnes. Je me promenais alors que je ne savais pas qu'était Fourchambault. Voilà. Et je me disais, ça me faisait rêver. Les cartes m'ont toujours fait rêver. Et donc moi je me définis plus comme un Ligérien, c'est-à-dire un enfant de la Loire. Je vais mieux, et je suis enveloppé comme tu le seras plus tard. Je suis en train d'être interviewé. La voix que vous entendez, ce n'est pas la voix de Dieu, c'est celle de Dominique Pinon. C'est comme chez toi, Dominique. Dominique, à tout à l'heure, c'est toi. On est comme chez le coiffeur ici, tu attends et puis tu vas passer. Voilà. Je suis réputé foutraque. Ok. Bon, bah, à tout à l'heure. Je suis là. Voilà. Donc. Ouais. Et puis après, donc j'ai toujours rêvé aussi d'Amérique du Sud. Et à cause de la Loire. Oui. Il y a l'histoire de la Loire, l'océan Atlantique. C'était la Colombie. Et donc j'ai exaucé ce rêve. En tout cas, allé, enfin. Je suis allé en Colombie. Ouais. Et alors, tu es tombé en plein. C'était un bon moment, comme on dit, quand on va à Intifada à Israël. Il y avait les FARC. Il y avait le M19, il y avait deux groupes de guérilla, et il y avait surtout une guerre entre les groupes de mafia et les guerriers aussi. Parce que tu crois que les cartels ne font pas de la concurrence libre et une façon comme en Europe, c'est ça? Exactement. Nous, on a des groupes de mafia, mais qui sont autorisés. Voilà. Ah oui. Ouais. Ça y est, c'est fini de cet épisode, il me semble qu'ils ont dit au phare, vous pouvez vous présenter. Oui, voilà, ils ont déposé les armes. Et les M19, c'est. Mais bon, il y avait aussi, j'avais lu 100 ans de solitude, Garcia Marquez, et ça aussi, je voulais aller. Oui, la littérature. La littérature. Te porte. Oui, d'abord. J'ai envie de voir si. Moi, par exemple, j'aime bien Lord Byron. La Grèce, c'était vraiment ça. Quoi. Oui, donc. C'est assez amusant la discussion qu'on a pour nous, c'est une évidence, mais absolument plus maintenant pour les trois quarts des gens. On passe pour des extraterrestres. Et puis, ma mère, qui était une brillante élève, a perdu son père à 14 ans. Il a été tué, fauché, alors qu'il était à moto, par un notable. Et elle a dû arrêter l'école pour s'occuper de ses frères, pour que sa mère puisse se défendre. Et comme c'était une famille pauvre, ils n'ont pas pu se défendre, et donc on a chargé le grand-père, que je n'ai pas connu, en disant qu'en fait il était bourré, et comme c'était un ouvrier, forcément, un ouvrier saboie. Hein, voilà. Et donc j'ai hérité aussi de cette haine du bourgeois, du notable. Ça remonte chez nous aussi. Du notable. Et d'autant plus qu'ensuite elle a été boniche chez des avocats de Nevers. Ouais. Voilà. Et on l'obligeait à tutoyer les gamins qui avaient 5-6 ans. Ouais. Ah, vous voyez, pardon. Oui. Vous voyez. Hier, tu as dit pareil. Ouais, la petite, ouais. J'avais du mal à accepter qu'on puisse vous voyez un gamin de 6 ans. Et voilà, donc ces épisodes. Et puis, donc, le grand-père m'a marqué, le grand-père que je n'ai pas connu. Oui. Puisqu'en fait, il y a un objet qui m'a toujours intrigué, c'était le banjo. Parce qu'il était ouvrier, mais joueur de banjo et photographe. Et il avait appris le violon en main. Oui. Ben, c'est un peu ces anarchistes espagnols qui faisaient du théâtre, qui faisaient de l'art en général. Ma mère est française, donc lui, c'était un ouvrier français. Non, mais les anarchistes, parce que mon arrière-grand-père était comme le tien, il jouait du banjo, il faisait du théâtre, il était secrétaire de la Ligue française,
et il parlait cette langue que personne ne parle, à savoir c'est un mélange de langues bien L'espéranto. L'espéranto. Oui, bien sûr. Et donc en fait on est de la même famille. Oui, et puis donc une commune communiste avec une bibliothèque, avec une certaine catégorie de livres. Donc il y avait toutes les œuvres de Marx. Oui, quand même. Zola, enfin voilà. Ouais. Et à 14 ans, je me suis mis à lire le Capital. Je ne comprenais pas tout, mais c'est énorme, hein, le Capital. Mais moi, pour l'avoir commencé, ouais. Fini. Mais les bas de page étaient intéressants parce que Marx faisait des descriptions d'usines, enfin des conditions des enfants dans les usines anglaises. Ouais. Donc ça a été mon terreau. Voilà, à la pointe. Ouais, voilà. Une histoire personnelle. Et le cinéma est venu grâce à T'as fait une école là aussi? Ouais, mais plus tard. En fait, moi j'ai voulu faire des études avant de faire du cinéma. Enfin, je voulais être bien appareillé culturellement, donc j'ai fait des études de lettres et de psycho. Voilà. Mais j'avais toujours comme projet d'être cinéaste. D'accord. Et en fait, à 12 ans, donc je fais ma communion solennelle sans grande conviction, mais ma mère achète une caméra Bellowell et pour filmer la communion solennelle de mon frère et moi-même, voilà. Et je vais récupérer la caméra Bellowell pour faire mes premiers films. Ouais. Voilà. Et j'ai toujours trouvé que donc je trouvais ça beau la messe. Je trouvais ça beau. Il y avait un beau décor, il y avait de beaux habits. et souvent, quand on m'a dit metteur en scène, mise en scène, j'ai pensé à la scène du Christ. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire l'idée de partage. Voilà. Voilà, donc. Mais voilà, donc j'aimais la musique à l'église. J'aimais cette. Il y avait une estrade, il y avait un hôtel. Oui, c'était avant Vatican II ou... Oui. Ceci explique cela. Ça a perdu beaucoup dans le sacrament. Mais bon, ça. Donc j'aimais assister à ce spectacle. Exactement. Et puis c'était impressionnant, toutes ces fables, ces contes. Merveilleux, fantastique. Donc ça m'a donné un goût du fantastique. Ouais. Déjà, ils avaient envie d'édifier les masses. Ces histoires de femmes vierges, mais qui accouchent, qui restent. Alors je ne vais pas repasser. Il y a des trucs vraiment, quoi. Moïse qui n'a pas de bateau, qui bon, finalement, si on jouait les trucs, c'est plus simple. Bien sûr. Il y a des effets spéciaux fantastiques. Enfin, voilà, c'est les premiers inventeurs des effets spéciaux. Oui, c'était Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Donc, tes films, alors, c'est. Comme il y a Dominique Titraine, il y a Les Arcangels dans lequel Dominique a joué aussi. Bah oui. Alors pourquoi tu as choisi Dominique Pinot? Moi j'ai vu quand même pas mal de films. J'ai dit c'est vrai, c'est trop facile, il est bon. Mais par exemple, quand tu fais Les Arcangels, pourquoi il correspond à un de tes personnages? Je sais pas. Je l'avais croisé sur le quai d'une gare, je l'avais vu au cinéma, j'avais vu dans des courts-métrages d'Arthur Joffé. Et puis j'aime bien les gueules aussi. J'aime bien que le corps porte des histoires. Oui. C'était le cinéma français avant. Voilà. Et aujourd'hui, moi je trouve que les jeunes acteurs ressemblent à des suppositoires. C'est-à-dire que moi je les vois lisses. Oui, je vois bien, mais c'est les fils d'eux. Voilà. Donc. Fallait pas s'attendre à autre chose, quoi non plus. Ouais, donc j'aime les gueules. J'aime les gueules. J'aime aussi le cinéma populaire. Tu fais faire à Dominique combien de film là, moi j'avais découvert Dominique dans les courts-métrages, mais dans 37.2, pas dans 37.2, pardon, dans Diva. Diva m'a fasciné, Benex, voilà, et puis
j'avais fait un... Jouer un ski. Ouais, dans le métro. Voilà. Ouais. Et puis, bon, comme il a été membre du jury du Festival de Clermont-Ferrand quand j'ai fait un court-métrage qui s'appelait aussi Les Arcandiers, et qu'il avait primé, c'était prix spécial du jury. Je le connaissais comme acteur, et puis sur la gare, il est venu me voir, il m'a dit écoutez, je vous voyais à l'époque, j'ai beaucoup aimé ce film, et on était à l'unanimité à te décerner le prix du jury. J'avais eu le prix Antenne 2 aussi. Et ce film avait... France 2, hein, Antenne 2. Non, ouais. Non. C'est Antenne 2. Non, oui, c'est ça. Non, Ouais, mais je fais signaler aux jeunes années que toi et moi, on a passé un certain temps avant qu'eux, ils arrivent. Et ce court-métrage avait été refusé par Canal+, au prétexte que le film était une bouffe et que les acteurs n'étaient pas bons. Et donc là, c'était une petite vengeance. C'est-à-dire que ceux qui avaient le pouvoir de m'humilier, en tout cas de dire que c'était mauvais. C'est ça. Ouais, voilà. Et donc, ils sont bienveillants, mais quand j'ai reçu, quand j'ai reçu ces deux prix, je suis monté sur le podium. J'ai dit voilà, j'ai expliqué qu'un jour je revenais chez moi, déprimé, ma copine de l'époque m'avait quitté, j'avais plus un rond, et j'avais envoyé une cassette VHS du court-métrage, VHS, à Canal+, et j'avais reçu un message en disant ouais, bon, le film qu'on a vu, ton truc là, pas terrible, on le prendra pas. Donc, petit déjeuner, c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. Et donc je tenais ma revanche. Et ils étaient dans la salle, grande salle de la Maison des Congrès, je crois, à Clermont-Ferrand. Et j'ai dit voilà, j'ai quelque chose à vous dire à propos de Canal+. Donc non, j'ai dit voilà, écoutez, ces gens sont a priori des épiciers, puisqu'ils doivent acheter pour leurs clients. Oui, alors ce sont de mauvais épiciers, et en termes de critique, je suis pas sûr qu'ils aient un meilleur avenir. En fait, ils se sont dit, c'est pas assez facile pour le donner aux jeunes filles. Voilà, et donc, comme j'en suis fier, enfin, j'ai beaucoup d'humour aussi, mais c'était comme ce court-métrage a eu 15 prix un peu partout dans les grands festivals, et à chaque fois qu'il y avait des gens de Canal+ dans la salle, j'en mettais une couche, voilà. Et c'était assez rigolo. Et on m'a dit mais t'es con, tu pourras pas faire de film. Canal+ fait le cinéma français. J'ai écouté. Aussi. Ouais. Et donc, la fois d'après, j'ai été lauréat du concours de scénario d'une édition suivante, 2 ans après, du Festival de Clermont-Ferrand. Et on m'a prévenu que j'allais être le lauréat d'un court-métrage qui s'appelle Grain de ciel, qui est un film aussi qui raconte l'histoire d'un ange qui tombe sur le toit de... Les ailes du plaisir à la contamination. Voilà, sur le toit d'un HLM. Et donc, juste avant d'être annoncé officiellement comme le lauréat de ce concours de scénario, les gens de Canal+ sont venus me voir en disant je trouve qu'on devrait peut-être on va t'acheter des droits de... Les Arcantines. Non, c'est un Grain de ciel. C'était les films de ciel. Ils ne sont pas revenus sur les Arcantines. Non. Moi, je crois que j'ai vu les Arcantines parce qu'il y avait Dominique. Ah oui, mais dans la version de court-métrage, il n'y avait pas Dominique. Ah d'accord. Et j'avais un vrai désir de travailler avec Dominique. Parce que c'est un acteur prodigieux. Enfin, il m'avait marqué. Moi, je l'ai découvert quand j'étais ado, évidemment, de Délicatessen. On a tourné Délicatessen et Les Arcandiers la même année. Ah ouais. Enfin, la même année. Il avait déjà tourné Délicatessen, mais les films sont sortis la même année. D'accord. Voilà. J'ai adoré Délicatessen. Un magnifique film. Et bon, il y a Jeunet qui a refait un truc pour Netflix de science-fiction en quasi 3D, je ne sais pas si tu l'as vu passer. Je ne l'ai pas vu, non. Et le dernier, c'était Micmac attire l'arigot. Ouais, c'est ça. Qui était pas mal, mais qui n'était pas aussi... Il a fait aussi un film au Canada, qui s'appelle Les aventures de... Ah bah tiens, il joue un clochard dans un wagon de train. Ah ouais. Ouais, c'est... Voilà. Donc voilà, on est amis, et je me sens, voilà.
Et puis c'est tellement agréable de travailler avec lui, à la fois d'une précision en plus incroyable. C'est-à-dire qu'on fait un raccord de séquence ou de... Est-ce qu'il est encore demandé dans le cinéma? Parce que j'ai vu traîner dans les attentes sur les séries policières. C'est bien ça. Ça nourrit, hein, mais c'est une leçon qui a encore du potentiel. Ah ben, bien sûr, bien sûr. Ben, moi, on l'a vu quand même. Moi, j'étais fier comme un Marc Tabac quand il était dans Alien 4. Ah bah oui, oui. On a montré que putain, il est français. Entre Jeunet. Oui, bien sûr. Et j'étais content que Jeunet l'ait gardé pour le film. Mais il vous en parlera. Voilà. Il t'en parlera de comment il a été recruté sur Alien 4. Intéressant. Et c'est mon préféré parce qu'il est totalement différent du concept Alien. Il y a une bête méchante qui a voulu le genre. Si vous voulez voir, mais au-delà de ça, il y a une patte Jeunet, une patte très française. Oui, oui, bien sûr. Et personne ne croyait à Délicatessen, hein, parce que le film n'était pas sorti quand j'ai commencé à tourner des premiers longs métrages. Je disais, mais là on va à la catastrophe. Le film fantastique français, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Si, ça a marché. Enfin, tout ce qu'a fait Jeunet a marché. Oui, mais c'est le premier Délicatessen. Le long métrage. Ça vient après. Ça vient après. Non mais ah oui, Délicatessen. Ah non. C'est pas nous. Alors qu'on en a fait des films. Oui. Dans les années 30-40. Oui, mais bon. 5 ans. Ouais. Mais les producteurs de l'époque, des années 80, non, mais ils veulent être américains, ils veulent plus être français. Oui, oui. C'est ça mais même Diva a un côté fantastique. Oui. Et Diva précède. Surréaliste, il est visuellement. Ah oui, oui, j'adore ce film, Diva. Avec la Valie, la scène dans la baignoire. Il y a des gueules. Après tout, aller voir les films, c'est une machine. Aller voir Diva. Ouais. Benex, mais Benex était présenté comme le réalisateur. Hein, il a fait 37 en premier. Non, le premier c'est Diva. D'accord. Il avait fait un magnifique court-métrage, parce qu'on est au festival des seconds rôles au premier plan. Mmh. Il s'appelle Le chien de Monsieur Michel. D'accord. Et ça se trouve, ça? Oui, oui. Ça se trouve, je crois que ça se trouve sur YouTube. Et c'est avec Yves Afonso, l'acteur qui joue au sein de Johnny dans Les Arcandiers, qui est un acteur prodigieux, second rôle français. Il est un peu mort, c'est pour ça que tu dis qu'il a été. Il est mort. Ouais, c'est le problème des gens qui meurent. Oui. Ouais. Et oui, son premier court-métrage, c'est Le chien de Monsieur Michel. Il a fait Diva. Ensuite, 37. Ouais. Il avait un très beau projet sur le vampirisme. Ça fait ou pas? Non, aux États-Unis, ça n'a pas marché. À la nuit, moi. C'est Dominique qui revient. Vierge de glace. Le pouf, ou ce pouf ou le pouf des pieds de Cyril, elle rejoint ton camarade. Ou alors, moi je me décale et il passe au premier plan. Voilà, ça peut, oui, voilà, c'est ça. Voilà. Dominique, au premier plan. Post-océan, Dominique. Tu es encore dans le champ, toi. Non, j'espère pas. Ah non, tu n'es plus dans le champ. Je peux rester là ou pas? Est-ce qu'on oui, on entendra ta voix, c'est rigolo. Oui, reste là, comme ça. Parce qu'on parlait de toi, quand t'es parti. On disait du bien de toi. Ah bon? Parce qu'en fait, pour arriver ici, tu aurais pu arriver avant, enfin, pas en pleine caméra, mais dans le festival. Mais je crois que ça a mis 3 ans pour que tu. Non, ça fait. Non, mais je connais Serge depuis longtemps, et puis ça fait un bout de temps qu'il me demande de venir à ce festival. À chaque fois, je pouvais pas. C'était pas l'envie qui me manquait, mais voilà. Puis là, ça tombait bien. J'avais vraiment tout le week-end de libre. Parce que quand Jérôme, la première fois, m'a dit on va voir Dominique Pinon, je lui ai renvoyé le même regard. Quoi, parce que, ah bon? Bah écoute, on est un peu Vous êtes tombé en catalepsie, quoi. Ouais, regarde hier, j'ai pas le supporté. Mais non, on était contents parce que on a 2 ans de différence. Tu nous as construit dans le cinéma, quoi. Oui, c'est vrai, c'est des choses dont j'ai pas très conscience, mais c'est vrai que. C'était vraiment passé au cinéma, tu sais. Et je disais aussi que le seul Alien que j'aime bien, c'est celui de Jeunet, et parce qu'il t'a gardé comme personnage qui justement est improbable et qui du coup transforme un peu l'idée, offre autre chose. On va au-delà du classicisme Alien. Handicapé, si les souvenirs avec un fusil à pompe. Oui, absolument, avec un fusil à pompe
Ouais, ouais, ouais. Alors quand Jeunet a obtenu de faire le Alien 4, est-ce que c'était évident que tu sois dedans ou, non, moi j'étais même pas au courant. Moi je répétais au théâtre à ce moment-là. Je devais jouer dans Mère Courage de Brecht, à la Comédie Française. Parce que c'était Georges Lavelli, c'est un metteur en scène de théâtre avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui mettait en scène. Et donc j'avais commencé à répéter. Non, j'avais pas commencé à répéter, mais je devais répéter le lendemain du coup de fil. Que me donne donc Jean-Pierre Jeunet, donc qui m'appelle, qui me dit ah, salut Dominique, tu sais où je suis? Non, je suis à Los Angeles. Ah bon? Qu'est-ce que je fous là-bas? Écoute, je vais faire Alien. Ah oui, d'accord. Mais Alien ou Alien? Oui, oui, non, mais Alien, quoi. Alors, oui, d'accord. Parce que moi, Alien, le premier film que je vais voir quand je suis monté à Paris pour faire ce métier, c'était le premier Alien. Ah oui. C'était en 60. Voilà, en 77. Ouais. Je me souviens avoir. À l'époque, c'était une révolution un peu. Oui, parce que les gens viennent d'arriver et ils se disent ouais, bah, ça va, on en a vu. Quoi. Et donc, alors oui, tu fais Alien, très bien. Et tu sais quoi, il y a Sigourney Weaver à côté de moi. Ah bon, d'accord, ok, très bien. Et qui me demande si tu vas participer au film. Ah bon, écoute, oui, très bien. Parce que en fait, Jean-Pierre, il est allé, comment dire, je crois qu'ils avaient, il avait pressenti celui qui avait fait l'anglais là, qui avait fait. Merde. Oui, des indices. Hein? Le truc sur la cocaïne là. Guirici. Hein? Snatch. Il avait pas fait Snatch, un acteur botanique. Non, c'est plus vieux que ça. Non, c'est les années 80-90. Un film, un réalisateur anglais. Sauve-moi, le nom d'un réalisateur anglais qui a fait un film dans les années 90 sur cocaïne, puis après qui a fait un film sur un film indien, là, un film en Inde, sur un petit garçon. Danny Boyle, voilà, ça y est, on y est arrivé. Donc c'est Danny Boyle qui était pressenti, et puis finalement, comme Delicatessen et La Cité des Enfants Pendus a été vue dans le monde entier. Ça a intéressé les gens de la Fox. Oui, parce que c'est rare quand on fait oui, surtout qu'ils ont vu un rapport qualité-prix quand ils ont vu le budget de La Cité des Enfants Perdus par rapport à ce qu'ils voient à l'image. Ils ont dit ah oui, ouais, c'est bien, ils se débrouillent pas mal hein, avec peu de trucs. Donc voilà. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé sur le. Et alors comment on s'adresse aux autres? C'est-à-dire que quand il y a Sigourney Weaver. Ouais. Il y a, comment s'appelait cette actrice très connue dans les années 80? Winona Ryder. Voilà, Winona Ryder. Ça m'étonne pas de se faire. Enfin bon, bref. Et Ron Perlman. Oui, Ron, oui. Qu'on se souvient du Lion de la Rose. Oui. Alors donc moi j'ai dit, j'ai hésité un petit moment parce que j'avais quand même signé un contrat pour jouer au théâtre. Là. Bon alors, fallait que je choisisse entre, parce que c'était l'occasion pour moi aussi avec cette pièce de rentrer à la Comédie Française. Et qui était pour moi un rêve de comédien aussi. Hein. Et puis bon, voilà. Et puis finalement, pas de comédie française. Et finalement, pas de comédie française. On se rappellera plus. Comment les vies d'acteurs peuvent bifurquer des fois comme ça, bon voilà. Et et puis j'ai choisi, et puis Alien aussi parce que bon, je me débrouille en anglais parce que ado j'ai vécu un an aux États-Unis, donc voilà, la langue posait pas de problème pour moi. D'accord, parce qu'on a entendu hier, on a passé le passage où tu insultes justement Ron Perlman. Oui, t'as vu, c'est bon. Ouais, j'étais impressionné. Moi aussi, j'aimerais bien. Enfin, bon, le peu d'anglais qu'on comprend. Oui. Voilà. Et donc, alors après, il y a. C'est quoi tes envies de comédien maintenant? En faire un peu moins. Ouais, toi aussi, tu trouves que le travail, c'était. Faire un film avec Manu. Je suis en train de l'écrire. Hein. Voilà. 2 Oui. Ah oui, en plus. De quoi? Ça va pas s'appeler. C'est même pas une vanne.
Non, c'est même pas une vanne. Les arcandiers en EHPAD. Voilà, Ouais, c'est voilà, ça. voilà. Ils font du ski. Et une série comme ça. Passe non, le hein. bac. Oui, non, voilà, bon, je suis pas d'envie particulière, on continue à me proposer des trucs un peu. J'aime bien voyager, donc voilà. T'as fait des séries Oui, oui, mais je fais des séries. J'ai fait une belle série il y a 3-4 ans qui s'appelle Des gens bien pour Arte, qui est formidable. Puis ça fait 9 ans que je fais une. Oui, ça va faire 9 ans maintenant. Que je fais une série pour François qui s'appelle Cassandre. Ouais, où tu es. Qui est une flic. série très populaire, qui marche bien. Ah, d'accord. On continue d'en tourner. Ouais. Et voilà, et puis du théâtre, ça, voilà. Si j'ai arrêté le cinéma, je continuerai peut-être un peu le théâtre autant que je peux, autant que mon cerveau fonctionne et mon corps aussi. Et C'est voilà. plus fatigant le théâtre ou le cinéma? Non. Le cinéma, ça dépend avec qui on travaille. Avec Manu, ça peut être fatigant, mais c'est une bonne fatigue. C'est pas non, c'est pas fatigant. C'est fatigant comme peut être un sport fatigant, mais on est bien. Oui, il y a de la. Oui, Tu as commencé via Mala. Oui, via Mala. À l'époque, on parlait pas de série, c'était un feuilleton. C'est marrant que tu m'en parles. C'est marrant que tu m'en parles. C'est marrant que tu m'en parles parce que je m'isolais là derrière pour téléphoner à un copain qui habite au Mans. Et puis pendant que je téléphonais, il y a un monsieur qui s'arrête devant moi et qui reste comme ça. Et comment s'appelait? Et oui, comment s'appelait? Ah, moi je vous ai vu dans les premiers trucs que vous avez fait. Comment s'appelait ce truc italien là? Parce que bon, c'était et c'était Via Mala. Il y a peu de gens qui m'en parlent, mais en général, ça a marqué. Oui, parce que moi je l'ai vu enfant, je me rappelle. Ah, tu l'as vu? Oui, ça a marqué. Hein, à la télé, mais bon, après je saurais pas te dire. C'était une. Perdu dans les montagnes. Oui, c'était une trilogie, c'était en 3 volets. Et à l'époque, quand il pense, c'était dramatique. Hein. Ça passait sur TF1 en prime time, comme on dit, le samedi soir, quoi. T'imagines? Oui, c'est pour ça aussi qu'on le regardait. Ouais. Qu'est-ce qu'on nous offre? Et ça, c'était un chouette des cadeaux. Parce que moi, j'ai eu de la chance quand même, parce que c'est vrai que là, je suis au festival second rôle. J'ai fait plein de second rôles, mais régulièrement quand même. On m'a toujours fait le cadeau d'un beau rôle voilà. Pas tout le temps, et pour moi, c'était vachement bien. Oui, ça date oui, Via Mala, ça date de 84. Oui, j'étais encore en filière des Total. Ah oui. Je suis parti en 86. Ah oui, d'accord. Tu avais vu ça? Non. Ah oui. Oui, j'avais vu ça en France, c'était inquiétant. Ah bah, L'ambiance. C'était tiré d'un roman d'après-guerre que mes parents avaient lu d'ailleurs, d'un auteur qui s'appelle John Knittel. Il y avait comme ça toute une saga. Il y avait Via Mala, il y avait Terra Magna. Ça racontait comme ça des épopées familiales un peu rudes. Tu tournais en allemand? Non, on tournait en anglais. On l'avait tourné en anglais parce que c'était une coprode austro, germano, tchéco, française. Et comme il voulait, bon, tu as toujours l'ambition de donc vous tourner en anglais. Ce qui ne faisait pas de problème pour moi, mais donc c'est à cette cause-là que je me suis mis un peu à l'allemand, évidemment, puisque toute l'équipe était allemande. Ça marche toujours? Oui. Arrête de lire dans ma tête. Non. Oui, voilà. Via Mala. Non, parce que tu fais une bonne interview, enfin de mon point de vue. Bon, je me moque, pas vraiment. Et tu dis, tu sais, des fois ça t'arrive, t'enregistres rien ou il n'y a pas assez de 4G. La tombe, quoi. Oui. Après, je reviendrai après le repas en me disant non, je ne voudrais pas recommencer. Alors, vous ne savez pas quoi dire. Non, mais hier j'étais très malade, je dirais, peut-être pour un peu attendrir la date, etc. Parle-moi de Picardie, parce que. Picardie, Amiens, parce chez que Picard, Amiens, j'ai vécu, oui, j'ai fait toute ma scolarité à Amiens, en fait. Je suis pas né à Amiens, mais j'ai fait toute ma scolarité à Amiens. Oui, mes parents habitaient à Amiens, puis un peu à côté d'Amiens, je sais pas si ça te dit quelque chose, Pont de Metz.
Ah non, je connais pas. Saleux, Salouel, Pont-de-Metz, ça dit rien? Non, mais si on Alors à Ville, j'avais ma grand-mère Ouais. qui habitait là, mes grands-parents maternels, et puis j'ai toujours un frère qui habite à Abbeville. Abbeville, c'est la petite ville, c'est vraiment la ville d'entrée dans la baie de Somme, tu vois. La baie de Somme, là où il y a des phoques. il y a des phoques, c'est classé, hein, patrimoine mondial. Oui, ben voilà, à Amiens, j'ai fait ma scolarité à Amiens. Ah, le Crotoy, oui, bien Hier, sûr. c'était stupéfiant, quoi. Crotoy. On a l'impression de voir un nom. Oui, oui. Saint-Valéry, ouais, ouais. Bah oui, on allait là-bas quand on était petits en vacances. Et puis, c'est à Amiens que j'ai eu mes premières découvertes de théâtre. Quand je suis allé au théâtre, oui, c'est le lycée qui nous a emmené voir, fin de partie de Beckett. Et j'étais ado, je crois, j'étais en troisième. Et ça m'avait vraiment scotché. Enfin, le premier spectacle que j'ai vu Brassens sur scène. Brassens à la Comédie de Picardie. Et c'était génial, parce que c'était presque un spectacle de théâtre. Parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas toutes ces chansons. Donc, moi, je me souviens, j'ai vraiment un souvenir précis de ça. Il y avait juste son contrebassiste, là. Et les gens, ils riaient, tu sais, à la tombée d'une rime machin, ça rigolait dans la salle, quoi. C'était comme un spectacle, quoi. Bon, puis j'adorais ce bonhomme, j'ai toujours été fan de lui. Et puis j'ai vu, qu'est-ce que j'ai vu? Alors c'était, dans les années 60, il y a eu donc la création de la Maison de la Culture. Et nous, à Amiens, on a eu Malraux qui était venu inaugurer. Il y a un célèbre discours. Oui, bah oui, qui était retransmis dans toutes les rues d'Amiens. Ah ouais. Oh, le bon celui de mots de province. Il est toujours en ligne sur France Culture, en fait. Ah oui, oui, oui. Ouais, je l'ai réécouté il y a pas longtemps, je l'ai même mis dans un article. Et donc la Maison de la Culture d'Amiens, ça a été aussi le premier, j'avais vu Beau Georges Guillaume avec Jean Le Poulain. C'était un grand moment. On faisait des caisses, mais on s'était dit ben non. Et puis voilà, je suis allé, en fait j'ai été dans un collège, ma mère était très catholique et donc j'étais jusqu'en cinquième, jusqu'en cinquième collège Saint-Martin, rue des Pêches. Ouais. La Sainte Famille, hein, Oui, ma sœur était à la Sainte Famille. Et puis après, je suis allé à la cité scolaire à partir de la quatrième. Est-ce que, alors, il y a Manuel qui disait qu'il avait perdu la foi grâce à Dieu, et toi, tu gardes les trucs ou Oh, il y a toujours des trucs. Je peux pas dire que je suis plus croyant, mais il y a des réflexes. Je peux pas rentrer dans une église sans me signer, quoi. Ouais, d'accord. C'est vu comme ça. Hein. Non, mais je comprends. Je suis comme tout le monde. Je sais pas ce qu'il y a derrière. Ah, voilà. Finalement. Ou alors je citerai un truc que je dis dans le court-métrage de Jeunet, là, dans Foutaise. Qu'est-ce que je dis exactement? Et puis la mort, ça peut pas être pire qu'avant la naissance. C'est pas faux. Ou alors il y a Shakespeare aussi qui a dit une très belle chose. Notre vie est faite de. Attends, faut que je le retrouve. Ouais. Nous sommes faits de l'étoffe des songes et notre petite vie elle-même n'est entourée que de sommeil. C'est beau. Comme magnifique. Au moment que de passer de l'autre côté, ça peut rassurer, quoi. Oui, enfin je sais pas. Non, parce que hier j'ai cru mourir, j'ai dit dans le rock. Oui, j'ai vu que t'étais pas bien. Tu vois, on est là pour en parler. Alors, qu'est-ce que tu n'as jamais encore fait dans ton métier et que tu voudrais jouer ou réaliser, tiens, prendre la place de Non, ça réaliser, faire jouer Manu, par exemple. Non, réaliser, non, c'est trop tard, je suis trop, non, moi mon plaisir c'est jouer, de me mettre entre les mains de gens qui me font confiance, en qui j'ai confiance, mais je ne saurais pas réaliser ni mettre en scène, d'ailleurs au théâtre, les comédiens c'est trop compliqué. Non, j'ai rien.
J'ai peut-être des velléités d'écrire, tu vois, mais d'écrire, quoi. Un roman Ouais, je sais pas. Oui, enfin, je sais rien, mais bon, écrire, c'est aussi du boulot. Non, je dis ça parce que je fréquente pas mal d'écrivains depuis pas mal d'années, parce Ouais. qu'on me demande, je fais pas mal des de, lectures? je fais pas mal de lectures publiques, et puis il y a des écrivains que je suis, comme Jean Echnoz, je sais pas si tu Oui, connais. j'ai interviewé. Ah oui, oui. Euh, J'enregistre des livres, tout ça, donc on m'invite souvent à des salons du livre pour lire des oui, parce trucs, que t'as etc. une belle voix, Et j'aime bien voilà, j'aime bien lire, j'aime bien. Est-ce que tu as une visibilité, je parlais du regard qu'avait Jérôme Corretti en m'annonçant que tu allais venir. Est-ce on n'est pas tous les deux, enfin 3 avec Manu et 4 avec Cyril, est-ce qu'on t'arrête dans la rue pas pour Viamala, quoi, par exemple? Ah bah là, oui, non, mais très rarement pour Viamala, mais. Oui. Oui, bien sûr. Enfin, on m'arrête pas, on me laisse tranquille, mais ce qui est joli, c'est que en général, je vois les gens en voyant, puis tout d'un coup, ils ont la banane. Oui. Et ça, bon, rien que ça, moi, ça me suffit, c'est bon. Non, parce que tu as donné du plaisir. Je veux dire, Oui, il y a voilà, un oui, moment oui, historique voilà, où c'est pas tous les jours dimanche. voilà. Enfin, là, il faut que c'est Oui. dimanche, mais pas tous les jours demain. Sinon, il y a des films selon les périodes, et il y en a un pour lequel les jeunes, même arrêtent et tout, c'est Dickeneck. C'est devenu un film culte, mais étonnant, quoi. Fabuleux destin. Non, Oui, ça vaut. Bon, il a Oui. pour l'actrice, mais bon. Mais c'est vrai que Dickeneck, même si les gens ne savent pas mon nom, ils disent oh, Dickeneck. Ouais. Comment t'as atterri dans le Dickeneck? Parce que là aussi, c'était. Ah bah écoute, un film à sketch, c'est quelque le chose. réalisateur, Olivier von Hofstadt, bah je sais pas. Au départ, je devais faire plus un. Au départ, tu te souviens du film? Bah oui. À un moment, il y a le mec, le milliardaire qui arrive en hélicoptère, qui lui en fait n'est pas acteur, c'est un copain du réalisateur qui est bruxellois. Et ce mec-là, il a un salon de coiffure à Bruxelles, je sais pas dans quel quartier. Et oui, et donc je devais faire ce rôle-là. Et puis finalement, je sais pas comment ça s'est fait, finalement il m'a donné ce rôle-là, et puis Tu connaissais les acteurs, parce qu'on parlait non, d'Alien ou. Est-ce oui. que des gens t'avaient déjà tourné avec ça? Parce que c'est, De quoi, les gens de Dickeneck? Ouais, les gens de Dickeneck. Attends, je réfléchis 2 secondes. Non, je connaissais pas Jean-Luc Couchard, je connaissais Salama, je connaissais pas. C'est des gens qui ont... Si, je connaissais Catherine Jacob. Ah oui. Ouais. Qui fait la femme du milliardaire. Oui, voilà. Oui, Catherine, je la connaissais. Je me souviens plus qui y avait encore. Il y avait Mélanie Laurent. Oui, non, je ne connaissais pas non plus. Marie Cotillard, je ne connaissais pas non plus. Voilà, mais c'est souvent comme ça. Est-ce que tu as des potes de cinéma? Genre des d'autres acteurs que tu formes Manu. Ouais. Voilà, Manu, même si on ne se voit pas si souvent que ça. Mais sinon, oui, j'en ai, mais mon meilleur ami n'est pas dans le cinéma. D'accord. Il est musicien. Alors, avant de terminer, l'un et l'autre, puisque je vous ai apporté le main, comme on dit, qu'est-ce que vous auriez à dire, pas pour votre défense, mais Oui. est-ce que vous regrettez, ou rien de rien, comme disait Yann Camora bientôt aux Jeux Olympiques? Est-ce que je regrette quoi? Je ne sais pas. La carrière, finalement, tu aurais préféré être philatéliste, j'ai un peu la vie. J'aurais pu faire peut-être autre chose, oui. Mais vu comment j'étais quand j'étais ado et tout, que je savais pas quoi faire, que j'étais assez mal dans ma peau et tout, finalement, je m'en suis bien tiré grâce à ce métier. Donc non, en fait, je regrette pas du tout. Un métier qui donne malgré tout quand même une certaine liberté. Et puis la joie d'avoir plusieurs vies en une seule. Et puis d'être payé pour ça. En plus. Quand même, bien ou ça dépend du jour? Bon, ça dépend. Je ne m'intéresse pas plus que ça. Mais... Plus ou moins bien, mais enfin bon, j'ai pas à me plaindre. J'ai pas à me plaindre. Voilà. Bon, il y a toujours des périodes, des périodes compliquées, mais bon. Non, c'est bien. Je regrette rien. Et toi, Manu? Moi, j'ai failli arrêter le métier. Ouais.
pour devenir avocat. Voilà. Il t'attendait avec. Non, mais c'est sérieux. Non, mais je suis sérieux. Non, mais c'est sérieux, mais il a repris des études. J'ai repris Manu. les études, mais comme un gamin, comme un jeune étudiant. J'ai fait première année de droit, deuxième année de droit, licence. Ah oui, carrément, t'as été. Moi, je me suis arrêté à 2. Ah non, moi C'est j'ai chiant quand même. master et je m'apprêtais à préparer l'examen. Tout en ayant des enfants, bossant et machin, tu vois. Il en avait combien? Parce qu'il en a beaucoup, lui. Il en a 6, si mes souvenirs. Oui, j'en avais 3. Oui, c'est déjà pas mal. Voilà, après, j'en avais fait 3. Ouais. Enfin, j'étais avec ma femme aussi. Oui, voilà, oui. Donc, et comme j'avais été prof français langue étrangère en Fleu. en Colombie, Medellín, j'ai enseigné le français à des migrants plutôt. Ouais. Et je suis un militant donc, lutte contre l'illettrisme. Ouais. Et comme j'avais engagé, j'avais des compétences en droit, j'ai aussi animé des ateliers sur le droit, droit de la famille, droit de la personne, enfin voilà. Non, c'est super utile. Voilà. Parce que tu sais, il y a la formule nul n'est censé ignorer la loi. Il faut se lever tôt le matin pour. Ouais, et non, mais ouais, c'est une période un peu difficile, je dormais 2-3 heures par nuit. J'ai cette grande capacité quand même. Quand même, tu pourrais être président de la République, Premier ministre. Non, parce que j'ai pas une vocation à être un dictateur. Ah d'accord. Tu sais, c'est bien, ça doit arriver de temps en temps. Franchement. Le Premier ministre, le président, n'est pas forcément un dictateur. Bah, je pense que c'est un rapport un peu pathologique au pouvoir. Quand il y a une jouissance, effectivement, d'avoir un pouvoir sur les autres. Non, jouissance. Oui, une fois j'ai demandé. Je suis assez critique quand même. Toi, je sais que je suis un peu. Oui, un peu. Un peu anarchiste. Un peu. Donc. Mais il y en a des biens. Moi, j'ai connu des outils, on est sympa. Oui, il y a des outils. Oui, enfin, il a connu quelques. Oui, mais c'était la guerre. Oui, c'était la guerre. Oui, c'est vrai, c'était la guerre. Donc, moi, les principaux Ferrer. Enfin, voilà, il y a Ma Goldman. Enfin, les femmes de Michel. Voilà. Oui. Voilà, non, c'est pas Louise Michel, c'est Jérôme. D'accord. Voilà. Donc voilà, c'est un autre sur la. Non, non plus. Ouais. Voilà. Messieurs, ce fut un moment délicieux, mais vous le savez, il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte. Ainsi donc, nous disons au revoir à nos spectateurs, ils sont nombreux, je le sais, je suis inspiré par Jacques Martin. Et on va donner une note, non, je plaisante. À bientôt. Bah, tu peux, oui. C'est à quelle heure?